À 73 ans, Jean-Jacques Goldman brise enfin un silence qui avait intrigué toute la France. Absent aux funérailles de Johnny Hallyday, absent aux hommages nationaux, il n'avait jamais expliqué ce retrait qui avait choqué le public. Aujourd'hui, pour la première fois, il confie d'une voix calme qu'il venait de deux mondes différents. Une phrase simple, presque fragile, mais chargée d'années de pudeur, de blessures et de secrets. Pourquoi l'homme le plus aimé du pays a-t-il choisi l'ombre plutôt que la lumière? Ce récit dévoile l'histoire intime derrière ce silence devenu légende. Pour comprendre le silence de Jean-Jacques Goldman, il faut remonter au cœur même de son histoire, là où se mêle la discrétion familiale, les drames intimes et une enfance façonnée par les cicatrices de la guerre. Né le 11 octobre 1950 et à Paris, il grandit dans un foyer où la pudeur n'est pas une vertu, mais une règle vitale. Son père, Alter Goldman, juif polonais et héros de la résistance, lui transmet le sens de la droiture absolue et cette méfiance instinctive envers tout ce qui ressemble à l'exhibition ou à la mise en scène. Sa mère, Ruth Embrun, infirmière d'origine allemande, incarne la douceur et la bienveillance, mais porte elle aussi la mémoire d'un monde fracturé où l'humilité reste la ligne de survie. Dans ce climat de résilience silencieuse, les enfants apprennent très tôt que l'essentiel ne se crie pas, il se protège. Pourtant, le destin frappe la famille avec une brutalité inattendue. En 1979, son frère aîné Pierre, figure charismatique et controversée de la gauche révolutionnaire, est assassiné dans des circonstances jamais élucidées. Cette tragédie bouleverse profondément Jean-Jacques. La violence médiatique qui s'abat alors sur leur famille l'écœure à jamais. Les journalistes fouillent, commentent, interprètent, tandis que la douleur réelle se vit derrière des murs clos. C'est à ce moment précis que se forge en lui cette conviction irréversible: la lumière peut détruire tout ce qu'elle touche. Il ne donnera plus jamais sa confiance au cirque médiatique. Après des études au lycée François Villon puis à l'ESCP, il s'oriente vers la musique presque par accident, comme une échappatoire. D'abord dans le groupe Tai Phong, mélange franco-vietnamien aux sonorités progressives, puis en solo, il découvre que chanter lui permet de dire sans s'exposer. Dès 1981, avec Il suffira d'un signe, il devient une voix reconnaissable entre toutes, mais lui reste le même homme, réservé, pudique, presque effacé. Cette paradoxale ascension, où un artiste timide devient une idole nationale, façonne un rapport unique à la célébrité. Contrairement à tant d'autres, Goldman refuse les paillettes, les polémiques, les interviews inutiles. Pour lui, la musique doit parler à sa place. Et quand la France entière cherche à pénétrer son intimité, lui ne répond qu'avec une seule stratégie: le silence. Un silence qui n'est ni froideur ni mépris, mais un bouclier forgé par les épreuves d'une vie. C'est dans cette histoire familiale, loin des caméras, que commence réellement le mystère Goldman. L'ascension fulgurante de Jean-Jacques Goldman dans les années 80 marque l'un des chapitres les plus fascinants de la musique française. Pourtant, derrière cette réussite exceptionnelle demeure un artiste qui n'a jamais cessé de garder une distance prudente avec le monde du spectacle. Après ses débuts avec Tai Phong, il se lance en solo presque à contre-cœur, persuadé qu'il n'a ni l'image ni le tempérament d'une star. Mais le public décide pour lui. Avec Il suffira d'un signe en 1981, les portes s'ouvrent et déferle une série de succès qui redéfinissent le paysage musical. Quand la musique est bonne, Envole-moi, Encore un matin. Chaque chanson porte sa signature. Des paroles simples mais profondes, une mélodie accessible mais travaillée, une sincérité brute qui touche toutes les générations. Tandis que l'industrie cherche des icônes flamboyantes, Goldman s'impose par l'inverse. Pas de scandale, pas de frasque, presque aucune interview, toujours la même chemise sobre. Ce refus de la mondanité intrigue autant qu'il impressionne. Il apparaît comme un homme ordinaire qui produit une musique extraordinaire. En 1986,
il crée l'un des virages les plus importants de sa carrière, l'album Gang, écrit pour Johnny Hallyday. À ce moment précis, deux univers se rencontrent. Johnny, le titan du rock français, affaibli par une période de doute, cherche une renaissance artistique. Goldman arrive comme une plume providentielle, capable de transformer les blessures en hymnes. L'album devient un triomphe et sauve la carrière de Johnny. Pourtant, malgré ce succès colossal, les deux hommes ne deviennent pas des amis au sens traditionnel. Goldman admire le courage brut de Johnny, mais reste un observateur extérieur, fasciné par son énergie, tout en gardant une distance pudique. Cette collaboration symbolise parfaitement son parcours, être au centre de tout sans jamais chercher la lumière. À partir de la fin des années 80, il forme le trio Fredericks Goldman Jones, enchaîne les tournées, remplit les salles, mais refuse toujours de s'approprier l'image de leader. Il se voit comme un artisan parmi d'autres. Parallèlement, il devient l'un des auteurs-compositeurs les plus sollicités de sa génération. Céline Dion, Patricia Cass, Marc Lavoine, Florent Pagny, chacun bénéficie de sa plume unique. Il écrit avec humilité, compose avec précision, sans jamais se mettre en avant. Et plus son influence grandit, plus lui se retire intérieurement du brouhaha médiatique. C'est ici que se forme la contradiction fascinante de Goldman, une carrière immense construite par un homme qui n'a jamais voulu être célèbre. Une présence gigantesque née d'une volonté persistante de rester invisible. C'est ce paradoxe qui prépare la suite, une étape décisive où son rapport à la lumière va basculer définitivement. L'année 2004 marque un tournant radical dans la vie de Jean-Jacques Goldman, un basculement que personne n'avait vu venir. Sans conférence de presse, sans annonce, sans adieu, il quitte la scène, coupe les ponts avec les médias et entre dans un silence qui deviendra l'un des mystères les plus commentés de la culture française. Pendant que le public s'interroge, la rumeur enfle. Certains y voient la fatigue d'un artiste trop sollicité, d'autres évoquent un dégoût profond pour le show business et ses jeux d'ego, d'autres encore parlent d'épuisement moral, mais la vérité, plus intime, prend racine dans l'histoire personnelle de Goldman. Depuis le drame de son frère Pierre, il se méfie des projecteurs. La médiatisation excessive, les polémiques politiques, les manipulations de l'opinion, tout cela l'a profondément blessé. Lorsqu'il s'engage dans SOS Racisme en 2009, 104-24, c'est avec sincérité, par conviction humaniste. Pourtant, il se retrouve immédiatement pris dans un tourbillon idéologique. La droite l'accuse de propagande, la gauche le critique pour son apolitisme. Cette incompréhension le marque durablement. Il ne supporte plus que la musique, pourtant conçue comme un refuge, devienne une arme pour les uns et un symbole pour les autres. Une autre fracture apparaît avec le succès mondial de Céline Dion et l'album 2, vendu à 10 millions d'exemplaires. L'industrie tente alors de s'approprier son œuvre. Les tensions juridiques avec Columbia renforcent son sentiment d'être devenu un pion dans un système qu'il méprise. Il gagne le procès, mais perd une part de confiance dans ce milieu où l'art se monnaie comme un produit. Enfin, une dernière déchirure se joue au sein des Restos du Cœur. Pendant 10 à 7 ans, il en est le moteur discret, l'âme invisible derrière la solidarité. Mais peu à peu, les débats internes, la mise en scène de la charité, la pression médiatique l'éloignent de l'esprit originel. Goldman aurait confié à ses proches qu'il ne supportait plus l'idée de transformer la bonté en spectacle. Alors il part, non par caprice, ni par lassitude, mais par fidélité à lui-même. Depuis son retrait, un mythe se construit. Chaque absence alimente la fascination. Chaque silence devient un message. Goldman vit simplement entre Marseille et Londres, loin des regards. Il se déplace à vélo, fréquente les cafés anonymes, refuse les sollicitations. Et pourtant, paradoxalement, plus il se cache, plus la France l'admire. Son retrait devient une forme d'élégance rare, presque sacrée,
une façon de dire au monde que la gloire n'a de valeur que lorsque l'on peut s'en détourner. Et puis arrive ce moment inattendu, presque irréel, que personne n'avait osé imaginer après 2 décennies de silence. Le 14 janvier 2025, Jean-Jacques Goldman accepte enfin de se présenter devant une caméra. Pas pour annoncer un album, pas pour revenir sur scène, mais pour parler d'un seul homme, Johnny Hallyday. L'émission, sobrement intitulée « Les mots qu'il n'a jamais dit », rassemble plus de 6 millions de téléspectateurs. Le générique s'efface et le public découvre un Goldman métamorphosé par le temps, mais intact dans son regard, cheveux grisonnants, chemise bleue sans marque, posture calme, presque fragile. Anne-Sophie Lapix lui demande doucement pourquoi il a choisi de parler maintenant. Il hésite, sourit, puis murmure que le silence aussi mérite qu'on l'explique. Ce n'est pas une confession mais un souffle, une manière de réparer quelque chose resté en suspens. Pendant 40 minutes, il évoque son parcours avec une pudeur qui bouleverse. Mais lorsque le nom de Johnny surgit, sa voix se teinte d'une émotion rare. Il raconte qu'il venait de 2 planètes différentes, que tout les opposait, mais qu'une confiance instinctive les avait liés. Il se souvient de la nuit où Je te promets est né, dans un studio presque vide. Johnny lui avait dit qu'il voulait une chanson d'amour qui tienne debout, une chanson qui parle de lui sans le trahir. Goldman explique qu'il avait compris ce que cela signifiait, écrire ce que Johnny n'arrivait pas à dire lui-même. Sur le plateau, un silence profond s'installe. Pas d'archives, pas de musique, seulement cette voix calme qui raconte une dette de gratitude longtemps gardée pour elle. Puis, il lâche une phrase d'une simplicité déchirante. Nous ne nous sommes jamais vraiment compris, mais nous nous sommes entendus. C'est mieux. En quelques minutes, la France entière se fige. Sur les réseaux, l'interview devient virale. Les journaux titrent Goldman, parlent enfin, les anciens albums remontent dans les classements, et même Gang retrouve le top 10. Pourtant, fidèle à lui-même, Goldman refuse toutes les sollicitations suivantes. Le lendemain, il reprend un train discret vers Londres, sans communiquer, sans projet annoncé, sans promesse. Il est venu dire ce qu'il devait dire, puis il est reparti. Dans un monde saturé de vacarme, cette apparition unique a la force d'un adieu silencieux. Beaucoup y voient la clôture d'un chapitre, d'autres une ultime leçon de dignité. Ce soir-là, la France a compris que certains adieux ne se disent pas, ils se murmurent. À 73 ans, Jean-Jacques Goldman mène une existence que beaucoup qualifieraient de minimaliste, mais qui révèle en réalité une philosophie d'une profondeur rare. Depuis son retrait de la scène, en 2004, il a construit un patrimoine solide tout en s'effaçant méthodiquement du tumulte médiatique. Sa fortune ne vient ni d'investissements spectaculaires, ni de placements risqués, mais de ce qu'il a toujours considéré comme son unique richesse, ses chansons. Avec plus de 300 titres à son actif, dont certains génèrent encore chaque année des centaines de milliers d'euros en droits d'auteur, il demeure l'un des artistes les plus rentables de France. Ses compositions pour Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny ou Marc Lavoine continuent de lui assurer une rente continue, presque mécanique, preuve que son œuvre traverse le temps sans perdre de sa puissance. Selon plusieurs estimations de Challenge et Forbes France, la valeur de son catalogue dépasserait largement les 100 millions d'euros. Pourtant, Goldman n'a rien du millionnaire flamboyant. À Marseille, puis à Londres, il vit comme un homme ordinaire, toujours fidèle à sa règle d'or, ne pas dépendre de l'argent. Son appartement est modeste, ses vêtements simples, ses déplacements souvent à vélo, aucun signe extérieur de richesse, aucune extravagance, seulement un style de vie aligné avec sa philosophie. Posséder ce qui est nécessaire, rien de plus. Discret mais rigoureux, il investit dans quelques biens immobiliers familiaux et a déjà préparé minutieusement sa succession. Ses enfants, Caroline, Michaël, Nina, Maya, Kimi et Jules, figurent comme héritiers directs, encadrés par une architecture juridique claire et transparente. Contrairement à de nombreux artistes de sa génération, Goldman n'est mêlé à aucun litige fiscal.
aucune dette, aucune affaire douteuse. La Cour des comptes a même cité sa gestion comme un exemple de probité dans le milieu artistique. Sur le plan moral, sa cohérence est tout aussi impressionnante. En 1986, il refuse de céder ses droits à un groupe américain, préservant ainsi l'intégrité de son œuvre. En 2010 à 8, il s'oppose à l'utilisation publicitaire d'un de ses titres, estimant qu'une chanson née de la sincérité ne peut devenir un argument de vente. Ce rapport éthique à la création renforce son aura d'artiste incorruptible. En 2025, il aurait même décliné une offre de rachat de son catalogue estimée à 150 millions d'euros formulée par Universal Music. Pour lui, ces chansons ne sont pas des produits, mais des fragments de vie qu'il refuse de voir transformés en simple capital financier. Aujourd'hui, son héritage dépasse largement la dimension matérielle. Il a mis en place une fondation familiale dédiée à la formation musicale des jeunes issus de milieux modestes. Sa fortune la plus profonde n'est donc pas l'argent, mais cette liberté absolue qu'il s'est offerte. Vivre en accord avec lui-même, loin des illusions du paraître, fidèle à une cohérence devenue sa véritable légende. Aujourd'hui, le silence de Jean-Jacques Goldman résonne comme un héritage à part entière, une manière rare d'exister sans s'exposer. Ses chansons continuent de traverser les générations. Ses valeurs inspirent encore ceux qui croient à une célébrité humble et sincère. La véritable gloire, pour lui, n'a jamais fait de bruit. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour découvrir d'autres portraits exceptionnels et à laisser un commentaire pour nous dire ce que représente Goldman pour vous. Votre voix fait vivre cette chaîne autant que nos récits.